Salut les amigos! Pneumatique et hydraulique, ça y est, c'est derrière nous. À ce stade, il serait intéressant de se rappeler qu'on est quand même dans un cours pour automaticiens. Et un automaticien, qu'est-ce qu'il veut? Il veut contrôler le monde, il veut que tout se passe automatiquement. Et il fait tout pour ne rien faire. À ce stade, il est possible de penser à un circuit qui serait directement monté de manière à fonctionner de manière automatique. C'est ce qu'on avait fait en logique câblée, et c'est ce qu'on peut appliquer à nos circuits pneumatiques et hydrauliques pour qu'ils fonctionnent tout seuls de manière autonome comme des grands. Mais généralement, un automaticien, et il tire son nom de là, il préfère travailler avec des automates. Comme ce micro-PLC, ce micro-automate, d'accord, de la marque Schneider, un SR2. Il est micro parce qu'il a ses entrées et sorties connectées sur un même bloc directement à la CPU. Et cet élément, on peut le programmer. Donc on peut choisir la logique suivant laquelle il fonctionne et comment il va activer ou non ses sorties en fonction de ses entrées. Et donc puisqu'il active ici des contacts électriques, soit on interface l'électricité avec un système pneumatique et hydraulique pour faire fonctionner ce qu'on a déjà vu ici en termes d'actionneur, soit on vient directement piloter un moteur électrique. Et c'est la partie qu'on va entamer ici. C'est parti, banzai! Jusqu'ici, nous n'avons considéré que la transmission de pression à l'aide d'un fluide pour occasionner un mouvement, et ainsi disposer de notre actionneur. Mais c'est loin d'être la technique la plus utilisée actuellement, dans un monde où l'on n'envisage même plus une vie sans électricité. Et cela ouvre des portes sur un tas de phénomènes physiques passionnants, comme la célèbre loi de Laplace, stipulant qu'une force F se fait ressentir lorsque l'on baigne un conducteur de longueur L, parcouru par un courant I dans un champ magnétique B. Cette interaction obéit même aux règles du produit vectoriel, ce qui signifie que la force F développée est perpendiculaire au plan contenant le courant I et le champ B. Pour s'y retrouver dans ce véritable Tetris en 3D, les physiciens nous ont donné la règle de la main droite, selon laquelle il suffirait d'imaginer la direction du champ magnétique alignée sur notre pouce, celle du courant électrique sur notre majeur, et celle de la force ainsi développée sur notre index. Quoi qu'il en soit, nous tenons là des conditions électriques et magnétiques à même d'occasionner une force et donc un déplacement, la base physique de nos nouveaux actionneurs, les moteurs électriques. De manière générale, le circuit électrique selon lequel ce moteur sera câblé part d'une source d'alimentation pour passer vers une série de préactionneurs, puis part vers une commande souvent spécifique au type de moteur utilisé pour enfin arriver au moteur, notre actionneur électrique. Bien qu'elle puisse aussi prendre la forme équivalente d'une source de courant, la source d'alimentation électrique sera le plus souvent une source de tension en volts. La forme délivrée par cette source est également primordiale pour déterminer le type d'actionneur qui suivra. L'électricité peut en effet être délivrée sous forme continue DC ou sous forme alternative AC. Du côté des sources délivrant l'électricité sous forme continue DC, on retrouve généralement les générateurs chimiques, comme les batteries ou les piles, mais aussi les générateurs photoélectriques, comme les panneaux photovoltaïques, ou, un peu plus rare, les générateurs thermoélectriques, tirant parti de déséquilibres thermiques au sein de conducteurs de nature différente pour faire circuler un courant. Mais l'électricité peut également être délivrée par des machines récupérant l'énergie d'un mouvement mécanique. Nos sources d'alimentation électrique ne seront alors rien d'autre que des moteurs utilisés dans l'autre sens, car ils exploiteront l'énergie mécanique pour les faire passer sous forme électrique plutôt que l'inverse. Certaines de ces machines délivreront une tension continue, on parle de dynamo, et c'est en quelque sorte un moteur à courant continu exploité à l'envers, alors que d'autres machines délivreront une tension alternative, on parle d'alternateurs, et vous l'aurez compris, ce sont en quelque sorte des moteurs à courant alternatif exploités à l'envers. Du côté des préactionneurs, les appareils de protection comme les sectionneurs, fusibles, disjoncteurs et relais thermiques, ainsi que les appareils de commande comme les contacteurs, assureront de manière câblée le passage ou le blocage du courant vers nos moteurs. Ils jouent en fin de compte le même rôle que les distributeurs en pneumatique et hydraulique. On ne parle pas encore vraiment de commande fine et optimisée du moteur. Enfin, la commande finale sera fortement influencée par le type de moteur électrique qui sera utilisé, si bien qu'elle sera souvent choisie en même temps que ce moteur. Les règles de l'art nous poussent généralement à représenter le moteur sur un circuit de puissance, ici en rouge, car c'est lui qui délivre la véritable charge consommatrice principale. Et la commande de ce moteur est alors câblée à part, comme ici en vert, ou relayée à un élément programmable pour plus de souplesse. Le contexte étant posé, il est temps d'entrer dans le vif du sujet avec les vidéos suivantes, lesquelles vous sont proposées dans l'ordre suivant. Nous commencerons par les moteurs à courant continu, lesquels peuvent prendre deux formes, celle du moteur à collecteur-balai ou celle du moteur pas à pas. Nous passerons ensuite au moteur à courant alternatif,
lesquelles peuvent être du type synchrone ou asynchrone. C'est parti.